ce qui fait la singularité de l'écosystème agricole français, je pense que c'est sa capacité d'innovation et à la fois la richesse de ses savoir-faire et leur complémentarité. Donc c'est cet esprit qui nous anime et qu'il faut soutenir pour renforcer notre souveraineté alimentaire, mais aussi notre capacité d'export. On verra que c'est aussi important pour notre société. Et ne pas laisser d'autres, tout simplement, innover à notre place. La France a d'ailleurs toujours su marier tradition et innovation, et principalement et particulièrement en matière agricole et culinaire. Et on a vraiment toutes les cartes en main, l'excellence de notre écosystème de recherche, le rayonnement de notre gastronomie, et bien entendu la place centrale de notre agriculture sont un terreau unique au monde. On a toutes les cartes en main pour créer une filière française d'excellence, dans un esprit d'ouverture, de complémentarité, et surtout faite de collaboration entre tous les mondes, le monde agricole, le monde de la recherche, les acteurs émergents et les pouvoirs publics, c'est-à-dire toutes les parties prenantes autour de cette table. Je vous remercie. Très bien, vous nous expliquerez tout à l'heure comment vous faites, peu, si ça ne vous ennuie pas. Monsieur Dutoit, donc Vitalmeet. Bonjour à tous. Je tenais à vous dire que je suis très honoré aussi d'être parmi vous en tant que citoyen, et je suis très heureux que le Sénat se saisisse du sujet de la viande de culture, viande cellulaire, ou quelle que soit la manière dont vous voulez l'appeler aujourd'hui, puisque la dénomination n'est pas fixée. Alors c'est vrai, la viande cultivée est un sujet encore méconnu, une innovation qui suscite des interrogations légitimes, et j'espère qu'on pourra y répondre aujourd'hui. Mais c'est avant tout une nouvelle source de protéines animales goûteuses, saines, positives pour la santé, respectueuses de l'environnement au sens large, et de ce fait, un véritable enjeu stratégique pour la France, son autonomie alimentaire et sa compétitivité dans les 10 prochaines années. Peut-être quelques mots de présentation sur Vitalmeet et moi-même. Je m'appelle Étienne Dutoit, donc j'ai un parcours qui m'a conduit de la finance au milieu agricole, où j'ai travaillé pendant 7 ans, au contact des agriculteurs dans le domaine des biostimulants, avant de m'intéresser à l'agriculture cellulaire. J'ai ensuite cofondé Vitalmeet avec le groupe Grimaud en 2018. On va dire qu'on a une histoire très singulière dans cet univers de la viande de culture, car on est le seul projet directement issu des filières agricoles traditionnelles. En effet, le groupe Grimaud est une ETI familiale située en territoire rural dans les Mauges. Donc le cœur de métier de ce groupe est la génétique animale et la production d'animaux reproducteurs, dans tout un tas d'espèces, canards, porcs, lapins, crevettes, insectes, etc. Et il y a des crevettes reproductrices. Et le groupe Grimaud est donc un acteur historique de l'élevage et parfaitement conscient des enjeux actuels, compétitivité de nos filières face aux productions étrangères, nouvelles attentes sociétales et diversification des régimes alimentaires, nouvelles difficultés liées aux pandémies, grippe aviaire, peste porcine africaine et nouvelles difficultés liées au réchauffement climatique, emploi et désertification des campagnes. Ce groupe s'est d'ailleurs diversifié depuis une vingtaine d'années dans la biopharmacie et la bioproduction. C'est finalement de cette branche qu'est issue la technologie et le savoir-faire de Vitalmeet pour la culture de cellules de poulet et de canard. Donc notre objectif est de proposer une nouvelle gamme de protéines animales, complémentaires aux filières existantes, avec un cahier des charges extrêmement exigeant sur l'empreinte environnementale, la sécurité alimentaire et la santé, et bien sûr la qualité et le goût. On s'est bien entendu posé la question du sens de la viande de culture et de son positionnement dans la filière. Pour moi, effectivement, la priorité n'est pas de reproduire la viande à l'identique absolument, un blanc de poulet plus vrai que nature, etc. D'autant que la viande brute est un produit culturel et que nous sommes nombreux à ne pas vouloir y renoncer. Notre vision est celle de la complémentarité et on oriente nos travaux vers la production d'un ingrédient de poulet cultivé avec le même goût, les mêmes apports nutritionnels que la viande conventionnelle pour être utilisé dans toutes les recettes de produits élaborés qu'on connaît aujourd'hui. On a parlé de nuggets, mais plats cuisinés, pizza, salade, etc. Les consommateurs demain auront un nouveau choix possible, les produits issus de l'agriculture cellulaire, qui intégreront un régime alimentaire de plus en plus diversifié. Et nous, on veut que ce nouveau choix y soit français, au plus proche de leurs exigences en termes d'empreinte environnementale, de production locale, de sécurité alimentaire, de santé et évidemment de goût. On est très fiers d'être dans la course avec les plus gros projets mondiaux, en travaillant à partir d'une technologie française brevetée et reconnue depuis une quinzaine d'années. On le voit désormais, la viande de culture se rapproche chaque jour un peu plus de nos assiettes. Un premier produit a été autorisé à Singapour. Une préapprobation a été donnée aux États-Unis, les coûts de revient baissent et les échelles de production augmentent. Donc le moment est parfaitement choisi pour s'intéresser à cette thématique, avec une question qui pour moi est centrale. Quelle place la France veut-elle occuper dans cette nouvelle industrie? Je vous remercie de votre attention. Très bien. Merci. Monsieur Hockett, monsieur le directeur, je vous laisse la parole pour voir le point de vue du scientifique. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je vais être un petit peu technique dans mon exposé, je m'en excuse par avance, et je vous rappelle tout d'abord le principe de fabrication de ce qu'on appelle la viande de culture. L'idée est de prélever des cellules souches ou des cellules musculaires sur un animal vivant,
ou de travailler avec des lignées cellulaires immortelles. Dans tous les cas, ces cellules se multiplient dans un bioréacteur de grande taille. Ces cellules sont plongées dans un milieu de culture et on obtient à la fin du processus une grande quantité de fibres musculaires. Et donc mon exposé va être sous la forme de questions. Il y a d'abord quelques questions éthiques au départ. Si le nombre d'animaux d'élevage doit diminuer en raison du développement de la viande de culture, que va devenir la biodiversité animale? Et qu'en est-il des animaux qui vont rester, qui vont être prélevés régulièrement pour fournir des cellules? Si on utilise des lignées cellulaires immortelles, on rentre dans la problématique des OGM. En ce qui concerne le milieu de culture, quelle est sa composition? Il doit apporter des hormones, des facteurs de croissance. Jusqu'à présent, la viande de culture vendue à Singapour contient du sérum de veau fœtal. Comment recycler ce milieu de culture pour diminuer les coûts? En ce qui concerne la multiplication cellulaire, la question de la stabilité ou de la dérive génétique doit être posée et doit être étudiée. Enfin, c'est un processus consommateur d'énergie puisqu'il faut porter les incubateurs à température physiologique. En ce qui concerne le produit final, y a-t-il des résidus éventuels du milieu de culture dans ce produit final? Quelle est la composition de ce produit final? Quelles sont ses qualités sanitaires, nutritionnelles et sensorielles? Et tous les scientifiques qui ont publié de nombreux articles indiqués sur cette diapositive se posent ce genre de questions. Il y a une autre question. Est-ce de la viande? Non, selon la législation européenne. Il y a des avis variables selon les pays pour des raisons politiques et ou religieuses. La FAO préfère parler de cell-based food, c'est-à-dire aliments à base de cellules. Les véganes et les végétariens pensent que c'est de la viande, mais les consommateurs brésiliens que nous avons interrogés pensent le contraire. Et en ce qui concerne les experts de la viande, ils insistent sur l'idée qu'il y a autant de différences entre le vin et le jus de raisin qu'il y a entre la viande et le muscle, puisqu'il y a une étape importante de maturation, c'est-à-dire de transformation du muscle en viande, qu'il faut prendre en compte dans ce processus. Une autre question, est-ce bon pour l'environnement? Il est tout à fait vrai qu'il y a une étude de l'université d'Oxford en 2011 qui a répondu oui à cette question. Mais depuis, il y a d'autres études qui ont un petit peu tempéré cette conclusion. Par exemple, en 2015, il a été dit que l'impact environnemental est plus élevé pour la viande de culture que pour la viande de poulet ou pour d'autres sources de protéines. Il y a une plus grande consommation d'énergie par rapport à la viande bovine, et cet article a contredit la première étude. Quand on regarde les gaz à effet de serre qui sont produits par ce processus, c'est essentiellement du CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère au bout de 100, 200, 300 ans, etc., alors que l'élevage, comme chacun sait, produit essentiellement du méthane qui disparaît plus vite de l'atmosphère. Un rapport privé qui a été publié en partie récemment montre que l'impact carbone varie d'un facteur 5 suivant le type d'énergie et insiste sur l'incertitude de ces estimations. Il y a un autre article de synthèse qui indique que finalement, il y a beaucoup d'étapes qui ont été oubliées pour estimer l'impact environnemental de la viande de culture. Et certains insistent sur non seulement la production de gaz à effet de serre, l'utilisation des terres et l'utilisation d'eau, mais aussi sur les services écosystémiques rendus par l'élevage. Et il faut bien entendu prendre ces services en considération dans la comparaison. Qu'en pensent les consommateurs? Là aussi, c'est extrêmement difficile parce qu'on interroge les consommateurs sur un produit qui n'existe pas. Donc, finalement, quelque part, les réponses de ces consommateurs ne sont pas très fiables. Néanmoins, il faut faire attention comment les questions sont posées. Si vous demandez aux consommateurs « est-ce que vous êtes prêt à goûter ?», la majorité va répondre « oui ». Est-ce que vous êtes prêt à en consommer régulièrement? La majorité va répondre « non ». Donc, il y a une acceptation sociale très variable selon de nombreux facteurs. Et la plupart des consommateurs, dans leur grande majorité, voudraient que le prix de ce produit soit inférieur ou égal à celui de la viande conventionnelle. La majorité des consommateurs pensent que, a priori, ce produit ne serait ni sain, ni savoureux, ni naturel. Les consommateurs sont sensibles à des arguments individuels sur leur santé, sur le plaisir de manger. Et bien que les consommateurs, notamment français, s'interrogent sur les problèmes éthiques et environnementaux de l'élevage, cela ne suffit pas toujours à convaincre, puisque seulement 18 à 26% des mêmes répondants pensent que la viande de culture est une solution, et cette proportion est donc relativement faible.
J'insisterai sur l'importance de la communication et même si ce n'est pas le cas de nos deux entreprises ici présentes, le combat anti-élevage reste une motivation de certains industriels. La dernière question que je voudrais poser est la suivante. Pourquoi le processus de recherche a-t-il été inversé? En tant que chercheur du monde académique, notre façon de travailler est la suivante. Quand nous avons une idée, nous écrivons un projet qui est expertisé. Si l'expertise est favorable, on obtient un financement et on communique sur nos résultats. Dans l'état actuel des choses, il y a beaucoup de projets sur lesquels les entreprises communiquent pour obtenir des financements privés et nous estimons que nous avons besoin aujourd'hui d'une expertise collective, transparente, par des organismes tiers indépendants qui doivent avoir accès aux résultats existants détenus par les entreprises pour pouvoir se positionner. En attendant, le principe de précaution doit s'appliquer et je conclurai en disant que nous organisons le prochain congrès mondial des sciences animales à Lyon fin août 2023 et il y aura une session consacrée à ce thème et nous allons inviter l'ensemble des chercheurs qui travaillent sur ce thème à exposer leurs travaux à Lyon fin août 2023. Je vous remercie. Merci. 2 salles, 2 ambiances hein, sur les premières prises de participation. On va donc demander maintenant au chef Thierry Marx sa position, en tout cas ses réflexions. Voilà. Mais fait peur, là. Non, mais on n'a pas beaucoup de recul. Alors, je suis là parce que, évidemment, je suis chef étoilé. Vous me connaissez peut-être sous ce titre-là, mais on a à Paris-Saclay un centre de recherche et de développement qui s'appelle le CEFIC, avec Raphaël Aumont. Et évidemment, on est curieux de l'alimentation du futur. Et on a regardé un petit peu dans le détail, avec le peu de recul que nous avons sur ce type de produit. Pour moi, j'ai du mal à appeler ça viande. Mon sujet, il est de ne pas tout mélanger. C'est-à-dire que gastronomie, dans la gastronomie, vous mangez une histoire, une relation à l'humain, une relation à un terroir, etc. Dans l'alimentation, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on entrevoit dans ce type de pratique encore quelque chose d'ultra transformé pour les plus modestes. Dans un pays où déjà on a une fracture alimentaire, au-delà d'avoir une fracture sociale, eh bien c'est compliqué. C'est encore de l'ultra transformé pour les plus modestes qui sont éloignés d'un reste à vivre alimentaire suffisant. Donc ça nous inquiète un petit peu parce que là, il n'y a pas de goût. Le peu qu'on ait goûté, notamment sur les nuggets, eh bien, il a fallu, pour leur donner une saveur et une texture, les aromatiser. On sait comment l'industrie aromatise tout ça. Et se restaurer, c'est pas ça. C'est vraiment ramener dans l'assiette une histoire, un savoir-manger, un savoir-être autour de la table. La table et l'alimentation, c'est plaisir, bien-être, santé. Encore une fois, j'entrevois là l'industrie agroalimentaire qui se dit bingo, on va encore entrer dans la théorie du low cost, du tout pas cher pour les plus modestes. Et ça nous inquiète un petit peu. On est curieux, on n'est pas critique. À Paris-Saclay, on regarde un petit peu ce qu'est l'alimentation du futur, mais on ne voudrait pas laisser croire que la science et la technologie pourraient répondre simplement à l'impact environnemental et à l'impact social. La protéine animale, elle est surconsommée sur cette planète. On en mange dans de mauvaises conditions parce qu'on a cru à la théorie du low cost, du tout pas cher. Et ça, c'était une mauvaise théorie parce que dans le tout pas cher, on a surfabriqué de la protéine animale et on a eu un impact sur l'environnement qui était détestable. Mais aujourd'hui, si on ramène dans le flexitarisme, 80-20, 80% du végétal, 20% protéines animales, on peut s'apercevoir que dans 20 ans, on pourrait ramener à quelques équilibres. C'est notre réflexion, on n'est pas critique, on n'est pas arbitre non plus. Quand on prend la casquette de Paris-Saclay, eh bien on se dit, regardons, pas de conflit entre tradition et innovation, avançons si ça peut améliorer le sort de la planète et surtout le sort du genre humain, mais avec beaucoup de précautions, surtout qu'à chaque fois qu'on veut nous vendre ce type de produit, on nous met en avant l'impact environnemental. Et ça, c'est un peu gênant quand je vois ce qu'il faut en termes d'énergie pour produire ce type de, ce qu'on appellerait de la viande. J'ai pas assez de recul pour, en tant qu'artisan et en tant que chercheur, là-dessus. Merci. La parole à nos 2 rapporteurs, Olivier, puis Henri Cabanel. Olivier Rittmann.
Merci Madame la Présidente. Sénateur d'un pays d'élevage, je précise. En plus. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Quand j'ai proposé à la Présidente Prima de monter une audition sur le sujet de la viande in vitro, je ne savais pas encore que cela se transformerait en mission d'information. J'avais en revanche quelques idées arrêtées, je dirais plutôt réservées, à l'égard de cette innovation. Et au fil de la quarantaine d'auditions que nous avons menées, je peux dire que mon regard a quelque peu évolué sur la question. Il reste que j'ai encore plusieurs interrogations et mon corapporteur Henri Cabanel exprimera bien ses doutes qui sont loin d'être tous levés. Mais force est de reconnaître que la France fait partie du marché unique et que l'autorisation dans le cadre de la procédure Nouveaux aliments sera donnée au niveau européen et non français. Dans ces conditions, la question n'est probablement pas tant de savoir si le produit doit être autorisé ou non en France. La réponse ne dépend pas vraiment de nous, Français, en tout cas pas de nous en tant que parlementaires. La question est plus de savoir, un peu à la manière des OGM, même si le sujet est différent, si nous essayons de prendre une petite part dans la compétition mondiale ou si nous laissons les autres le faire à notre place et arriver sur notre marché sans que nous ne maîtrisons la technologie. Les autres, ce sont notamment les États-Unis, Israël et les Pays-Bas. J'étais justement ce lundi aux Pays-Bas pour aller à la rencontre de deux des principales entreprises développant ce produit en Europe, Mozamit à Maastricht et Meatable à Delft, à côté de La Haye. J'ai aussi eu l'opportunité de rencontrer le ministère de l'Agriculture néerlandais et je dois dire que j'ai été frappé par la différence d'approche. Là-bas, un plan public de 60 millions d'euros a été débloqué pour venir en soutien à la recherche dans ce domaine. Je ne dis pas nécessairement que nous devions suivre leur exemple. La France est la France, les Pays-Bas sont les Pays-Bas. Avec un attrait plus marqué pour l'innovation et des contraintes en termes de surfaces agricoles utiles, et une agriculture très intensive, ayant d'ailleurs causé de graves pollutions à l'azote, et désormais une crise agricole majeure. Mais tout de même, cela interroge d'autant qu'il n'y a pas que la viande in vitro. Il y a tout un champ de R&D, comprenant aussi la fermentation de précision que l'on sent frémissant. J'aurai donc deux questions. Que pouvez-vous nous dire d'abord sur la question de la complémentarité ou de la substitution avec les activités agricoles et notamment l'élevage? Dans les hypothèses les plus optimistes, il semble que la viande de culture représenterait seulement 0,08% du marché mondial de la viande à l'horizon 2027-2030. Cela semble peu, mais si la progression est exponentielle, c'est déjà significatif. Des recherches sur la production de viande in vitro à la ferme sont actuellement menées. Vous semble-t-il crédible ou s'agit-il au contraire de pures opérations de communication? Par ailleurs, dans quelle mesure la viande cultivée pourrait-elle s'insérer, selon vous, dans l'écosystème agricole et agroalimentaire existant? Je pense tant à l'amont avec les nutriments nécessaires au milieu de culture qu'à l'aval avec l'insertion ou non dans notre industrie agroalimentaire ou notre cuisine. Enfin, j'aurais une dernière question sur la gamme recherchée. On entend parfois que le coût fait obstacle à ce que le produit soit accessible pour les ménages modestes ou pour les pays en développement. D'autres, au contraire, insistent sur l'intérêt du produit pour remplacer la viande de mauvaise qualité, importée de l'autre bout du monde et pour satisfaire la croissance de la demande en protéines animales, par exemple la Chine. Qu'en est-il selon vous? Merci. Très bien. Henri. Oui, merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je vous remercie, messieurs, pour vos exposés. J'aurais pour ma part aussi deux questions. La première, que je partage avec Olivier Redman, porte sur la question de l'appellation de votre produit et de vos procédés, qui, on le voit, suscite beaucoup de débats. D'ailleurs, le chef Marx en a parlé. De ce que je comprends, il faut distinguer trois aspects. Premièrement, le terme générique viande en tant que tel, que nous banalisons tous par commodité de langage, mais qui peut être discuté, car il me semble que nous n'en sommes pas encore à reproduire des côtes de bœuf ou même des pièces texturées avec des cellules musculaires, de gras, de sang et de tissus conjonctifs. Pour autant, les végétariens ne consommeraient pas de votre produit, qui reste un produit à origine animale. Deuxièmement, le nom de l'espèce en elle-même, dont on comprend qu'il serait difficile de se passer pour l'information du consommateur au regard notamment des allergènes. Troisièmement, la forme du produit, steak, saucisse, carpaccio, lardon, etc. Cela nous renvoie à un débat que nous avons connu avec des alternatives à base de protéines végétales. L'utilisation de ces termes a été interdite par la loi pour des produits non animaux, mais le décret d'application a été suspendu pour des raisons de forme et on peut imaginer assez facilement les contournements. On comprend que ces termes soient intéressants pour vos perspectives commerciales et pour l'acceptabilité des consommateurs.
mais elles sont aussi un frein dans votre acceptabilité sociétale, car on voit que le monde agricole se braque à cause de votre utilisation de ces termes. Pourrait-on envisager d'autres termes que celui de viande? Dans ces hypothèses, à quelle autre possibilité d'appellation commerciale pourrez-vous recourir? Ma seconde interrogation porte sur l'impact que pourrait avoir votre technologie sur la concentration du marché de la viande. C'est d'ailleurs l'un des arguments qu'emploie M. Fesneau, notre ministre, pour exprimer ses réserves. Il ne veut pas, dit-il, de mastodonte de la viande. Dans l'hypothèse où cette technologie se déploierait à grande échelle, on peut imaginer une concentration très forte dans ce secteur dont l'amont était jusqu'ici relativement décentralisé, du moins en France. On voit d'ailleurs que les géants américains et européens de la viande, comme Bell, Cargill, JBS ou Tyson, se positionnent en investisseurs. N'oublions pas que dans un contexte de mondialisation alimentaire, un produit développé dans des pays riches peut avoir des conséquences importantes chez nous, mais aussi à l'autre bout du monde. Certaines entreprises, comme Mozamit, disent vouloir un modèle décentralisé. Mais pour aller au-delà de la bonne volonté affichée des entreprises, quel garde-fou peut-on imaginer, par exemple en termes de propriété intellectuelle, pour limiter la concentration de ce secteur? Et surtout, le coût de production de la viande in vitro pourrait-il vraiment baisser sans économie d'échelle? Bon, voilà, 4 premières questions, série de questions plus exactement. Peut-être, Monsieur Morin-Forest, vous voulez apporter quelques éléments de réponse sur ces questions? Alors elles sont très vastes. Peut-être commencer par les dernières sur l'appellation. Effectivement, vous l'avez dit en préambule, on utilise communément le mot viande de culture plutôt par commodité. Il faut juste se rappeler que les recommandations d'étiquetage seront tranchées dans le cadre des procédures de mise sur le marché d'approbation réglementaire, notamment à l'échelle de l'Union européenne. Donc le dernier mot ne reviendra ni aux entreprises, il reviendra peut-être dans le cours des choses, au final, aux consommateurs, qui aujourd'hui, comme les différentes alternatives protéiques, par commodité, utilisent des mots dérivés des produits animaux pour les appeler. Ça, c'est le premier élément de réponse. Je pense que, comme vous l'avez bien rappelé, il y a 3 niveaux. Le mot viande, c'est pas quelque chose sur lequel, évidemment, nous, en tant que société gourmet, on est cramponnés. Comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, on travaille sur une alternative au foie gras, déjà, qui est en lui-même une appellation réglementée qu'on n'utilisera bien évidemment pas dans nos étiquetages de produits. On pourra peut-être y faire référence car il s'agit d'une alternative, mais dans aucun cas, notre produit ne pourra s'appeler foie gras et on en est conscient et on accepte complètement cette contrainte. Maintenant, l'expérience aussi gustative de notre produit, qui, je rappelle, et pour rebondir sur les propos de M. Marx, pour nous s'inscrit dans une forme de savoir-faire, dans une forme de nouvelle tradition en cours de construction, a été développée avec des chefs, avec des personnalités du monde culinaire, dans le cadre de nos développements de produits, et qui ont quelque part aussi reconnu des propriétés sensorielles proches du foie gras. De fait, à défaut de mieux, c'est compliqué d'imaginer une autre appellation à court terme. Qu'on n'utilisera pas sur nos produits, mais par commodité, quand on fait référence à nos produits, c'est celle-ci qu'on utilise. L'allergie, vous l'avez rappelé, c'est fondamental, vu que nos cellules, elles partent d'un prélèvement animal, que le consommateur sache qu'il consomme du poulet, de la crevette, du canard, du bœuf, car originellement, il s'agit de véritable matière animale, même si elle a été produite d'une façon nouvelle. On parle beaucoup d'allergie à la crevette, par exemple. C'est fondamental de savoir sur l'étiquetage qu'on achète un produit fait de crevettes. La place de la filière. Je vais un petit peu vite, on pourra revenir sur toutes ces questions. L'intégration de la viande de culture au sein de la filière plus générale, pour moi, elle est évidente sur la partie amont, car il faut bien situer la méthode de production qui consiste à alimenter des cellules avec des nutriments qui sont identiques aux nutriments consommés par les animaux sous une autre forme. Un animal va consommer des tourteaux, par exemple des tourteaux de maïs, des tourteaux de soja. Les cellules vont consommer les mêmes nutriments qu'on peut retrouver dans ces tourteaux, évidemment sous forme différente, puisque les cellules n'ont pas la capacité de mastiquer, de digérer les nutriments sous ce format-là, mais il s'agit de la même source d'origine agricole. Donc il y a une opportunité non seulement pour développer une filière de production de protéines en France, mais également d'intégrer le monde agricole pour la fourniture de ce qu'on appelle le milieu de culture, qui est
l'alimentation des cellules. Et là, des perspectives d'économie circulaire sont fondamentales, car on pourrait imaginer recycler des matériaux agricoles non valorisés qui pourraient devenir des nutriments extrêmement intéressants pour les cellules, parce qu'il y a une plus grande flexibilité sur l'acceptation des cellules par rapport aux animaux qui ont des contraintes justement liées à leur système digestif. Je peux peut-être laisser la parole sur d'autres questions à Étienne si tu veux compléter, il y a beaucoup de choses. Oui, alors il y a beaucoup de choses, effectivement, je te rejoins sur un certain nombre de points. Un point qui n'a pas été abordé, c'est effectivement les questions de propriété intellectuelle, de technologie, etc. Effectivement, on est sur un domaine complètement nouveau, on est sur une véritable innovation, et d'où effectivement la nécessité, comme ça a été rappelé, de développer une recherche publique en France sur le sujet, et d'avoir des entreprises qui développent leurs propres technologies, pour ne pas être dépendante de technologies qui viendraient de l'étranger. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des investissements très importants dans certains pays, les États-Unis, Israël, la Hollande. On dispose également ici de technologies, et je pense que c'est important, dans cette perspective long terme, toujours remettre les choses en perspective en disant mais qu'est-ce que ça sera, nos consommateurs, nos moments de consommation dans 10 ou 15 ans, de disposer de technologies françaises pour tout simplement être autonome et proposer nos propres produits au marché français. Donc il y a un enjeu là-dessus, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, voilà, pour vous mettre voilà, dans la boucle et inciter à développer des technologies propriétaires françaises. Et d'ailleurs, pour compléter, parmi les thématiques d'investissement des Pays-Bas dont on a parlé du plan d'investissement public pour développer cette filière, il y a une partie des 60 millions d'euros qui iront dans la construction de plateformes de recherche publiques qui générera du coup de la propriété intellectuelle, qui générera des données scientifiques en accès libre, qui pourra bénéficier à la fois au monde académique, mais également aussi aux entreprises qui veulent se lancer, pour quelque part aller aussi plus vite. Et ça, c'est fondamental de le faire également en France. Il faut que le milieu académique et de recherche s'empare également du sujet, bien sûr. Monsieur le directeur. Oui, je suis tout à fait d'accord sur la question des nutriments. Il y a une différence évidente entre aliments et nutriments. Mais vous savez bien sûr que les nutriments qui résultent de la digestion des aliments dépendent en grande partie de la population microbienne qu'il y a dans le tube digestif. Et c'est très différent, par exemple, entre un ruminant qui va consommer de l'herbe et un monogastrique. Et même au sein d'une même espèce, le profil des nutriments qui résultent de la digestion va évoluer en fonction du régime alimentaire, par exemple. Donc c'est quelque chose de très compliqué de reproduire l'ensemble des nutriments qu'on va mettre dans le milieu de culture. Et j'ai une autre question, au-delà de cette complexité, c'est comment les produire, avec quelle méthodologie. Ça suppose certainement des unités de production en amont. Et par ailleurs, ce n'est pas les nutriments qui me posent le plus de questions, c'est la question des hormones et des facteurs de croissance qu'il faut mettre dans le milieu de culture pour que les cellules se multiplient. Voilà quelques éléments. Et il y avait un autre point que je voulais aborder concernant la recherche publique. Comme nous sommes effectivement interrogés, notamment par la presse, sur ce sujet-là, nous avons effectivement développé des travaux dans le domaine de la recherche publique, mais avec une stratégie qui est différente. C'est-à-dire que, a priori, comme vous êtes en avance sur le plan technique, on n'a pas vocation à reproduire les travaux que vous avez faits. On a plutôt vocation à étudier cette problématique dans sa globalité, la globalité d'acceptation sociale, l'impact environnemental, etc. Les aspects techniques étant simplement un aspect du problème. Et pour avancer sur ces aspects techniques, c'est vrai qu'il faut évidemment partager des données ou partager des résultats pour que, comme je le rappelais tout à l'heure, ces résultats soient expertisés, contre-expertisés par différents laboratoires de recherche dans le monde afin d'apporter un éclairage complémentaire sur les travaux qui sont faits jusqu'à présent. Non, mais je suis saisi un peu par le propos et on parle depuis un moment de viande et ça fait quelques années qu'on nous parle de viande et il a été évoqué le sourcing de ces produits et finalement tôt ou tard ça va finir par nous échapper ce sourcing. Et dans ce mot viande, moi je pense qu'il y a déjà un trompe-l'œil, presque une tromperie.
et qu'on va vers une industrialisation massive de l'alimentation, donc un appauvrissement encore plus fort, un appauvrissement culturel. Quand j'entends parler de foie gras, ça a une histoire. Quelques années, on a massifié la production de foie gras et finalement, le foie gras est devenu un produit assez banal et on continue là-dedans pour encore plus de revenus, plus d'industrialisation, plus d'appauvrissement culturel. Et c'est ce qui m'inquiète un petit peu dans ces travaux, parce que cet appauvrissement culturel conduit à ne plus pouvoir, à un moment donné, permettre de revenir à une idée assez gastronomique, plaisir, bien-être, santé, que doit être l'assiette. Et à un moment donné, quand on veut répondre, et j'entends les enjeux pour pas que la France soit à la traîne, mais finalement la France n'a plus le pouvoir de dire ça, stop, non, on n'en veut pas chez nous. Donc à un moment, ça me gêne un petit peu en tant qu'artisan. Maintenant, en tant que chercheur, j'écoute le propos, mais je n'arrive pas à me déconnecter de cette idée de déjà de vouloir massifier encore plus l'industrialisation de notre nourriture et donc de cette mondialisation et de cet appauvrissement culturel. Encore une fois, on ramène tout sur la consommation et sur le prix, pas assez sur la culture. Savoir manger, c'est savoir-être, c'est redonner du sens à son alimentation. Se restaurer, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose en termes de lien social. On l'oublie, c'est très important. Sinon, on peut effectivement se nourrir comme à la Pitié-Salpêtrière avec une perfusion. Et j'ai pas de problème. Donc, de m'amener dans l'idée de fantasmer que ce serait un pseudo-foie gras, une pseudo-viande, dont je n'ai même plus le pouvoir du sourcing du produit, j'ai un peu de mal avec ça. Par contre, j'entends le propos de dire il faut que la France ne soit pas à la traîne de la recherche et qu'on sache pourquoi on en veut et pourquoi on n'en veut pas. Et ça me paraît intéressant de ramener aussi cette discussion sur le social et que l'agriculture, elle a du sens et un sens social et culturel. Et là, on part encore dans ce que j'entendais, dans ce que je lisais sur les 70, sur cette théorie du low cost, sur du tout pas cher, renoncer à la qualité, en échange de quoi on vous fera manger pas cher. Et on vous laissera croire, en fonction de ça, que vous avez du pouvoir d'achat. C'est une manipulation des masses, moi, qui me gêne. Pardon de parler comme ça. Monsieur Dutoit à droite de réponse. Non, mais juste pour rebondir sur le côté appauvrissement culturel, qu'on s'entende bien, on n'est pas là pour remplacer la viande. On est là, nous, ce qu'on propose, c'est un nouveau choix pour le consommateur, qui aujourd'hui diversifie ses sources de protéines, c'est déjà une réalité. Sa consommation de viande diminue, plus de végétal, demain des insectes, point d'interrogation à intégrer. Et là, c'est un nouveau choix, un nouveau type de protéines animales. Si le terme viande vous questionne, et c'est complètement compréhensible. Donc, il n'y a pas d'appauvrissement quand on propose un nouveau choix. La deuxième chose, c'est sur la qualité des denrées alimentaires qu'on va manger. Aujourd'hui, il y a une injonction, et vous l'avez rappelé, qui est un petit peu paradoxale, où on demande à nos agriculteurs d'évoluer vers plus d'agroécologie, plus de qualité, et en même temps de maintenir des prix extrêmement bas et si possible d'augmenter la production parce que la France n'est pas autonome en protéines. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une complémentarité entre les solutions dites technologiques qu'on propose aujourd'hui pour accompagner une agriculture qui est dans une transition et qui évolue très favorablement en France vers plus d'agroécologie, ce qui ne va pas faire exploser les rendements, il faut quand même avoir le courage de le dire, et qu'au contraire, c'est complémentaire de développer d'une part une agriculture agroécologique de qualité pour tous et d'autre part, en complément, dans un régime alimentaire diversifié, d'autres solutions, d'autres produits qui sont également de qualité, à la fois au niveau du goût, à la fois d'un point de vue santé et d'un point de vue nutritionnel, pour une nutrition globale. Très bien. Alors, je vais laisser la parole à la présidente du groupe d'études élevage, voilà, et ensuite à Arnaud Bazin, président de Animal et Société. Merci, présidente. Mes chers collègues, messieurs, merci pour vos interventions. Voilà, je voulais, moi, revenir sur le soutien de la viande in vitro, parmi lesquelles on peut trouver des stars et des grandes fortunes de la Silicon Valley, qui financent le développement de ce produit. Or, certaines de ces fortunes ont pu financer aussi des associations que l'on peut qualifier d'animalistes. Mon idée n'est pas de dire que ces associations sont financées pour préparer le terrain, car je comprends bien que la viande in vitro est développée par des entreprises, y compris dans le secteur de la viande, distinctes de ces associations. Je ne dis pas que c'est votre cas, messieurs,
Mais toutefois, je souhaiterais savoir si cela ne vous met pas mal à l'aise de prospérer sur une forme de dénigrement de l'élevage qui est réduit à son seul impact environnemental et en termes de bien-être animal. L'explication scientifique est très éclairante et je vous remercie, Monsieur le Directeur, car moi, mes réflexions, j'ai l'habitude de les appuyer sur du scientifique. N'oublions pas un peu vite les aspects positifs de l'élevage, qui est d'abord de nourrir le pays, et aussi pour ses retombées économiques dans la ruralité et également dans nos paysages. Et c'est également la survie de la biodiversité de nos paysages. Le pâturage y participe. Ne va-t-on pas vers la disparition de certaines races d'animaux si ce produit venait à se développer à très grande échelle? Qu'adviendrait-il de nos fromages AOP? Et excusez-moi, je pense tout particulièrement au Comté, qui est le fromage de chez moi, qui a été reconnu le meilleur fromage du monde l'année dernière. Ça suffit, cet instant de pub par ailleurs, offert par le Jura. J'ai le droit d'être chauvin, voyons. Par ailleurs, vous dites que votre produit a vocation à remplacer le poulet brésilien aux médicaments. La réalité économique de notre élevage aujourd'hui, c'est que l'élevage de qualité est prépondérant en France, qu'il est fragile économiquement. Et ce n'est pas l'élevage intensif que nous trouvons par ailleurs dans le monde, comme par exemple en Chine ou aux États-Unis. La viande in vitro n'est peut-être pas la principale menace qui plane sur notre élevage aujourd'hui, mais il est vrai que notre élevage n'avait vraiment pas besoin de ceci. Je vous remercie. Très bien, Marie-Christine. Arnaud, je ne sais pas s'il y aura des réponses à ça, mais Arnaud Bazin. Merci Madame la Présidente et merci d'avoir organisé cette table ronde où j'ai entendu des choses déjà fort intéressantes puisque je venais avec certaines questions, mais je vais y revenir, certaines ont des débuts de réponse. Pour votre information, notre collègue est vétérinaire aussi dans la vie. Voilà. Oui, enfin j'étais autrefois dans une vie antérieure. Donc une remarque générale et trois questions. La remarque générale, c'est que évidemment, on s'intéresse ce matin à cette, entre guillemets, viande de culture, mais je pense qu'il ne faudra jamais perdre de vue de placer ce débat dans une perspective plus large d'apport protéique pour l'alimentation humaine, parce qu'il y a aussi les protéines végétales, on en a dit un mot. Il y a la fermentation de précision, le terme a été employé aussi tout à l'heure, peut-être assez mal connu, moins bien connu, mais ça, à mon avis, c'est une technique d'intérêt aussi et de recherche et d'innovation. Donc, dans un schéma général d'alimentation qu'on peut très difficilement modifier, parce que c'est des choses qu'on reçoit avec notre éducation dès la petite enfance, il y a quand même à préciser vers quel modèle on va. Est-ce qu'on a un modèle qui ne va pas évoluer, c'est celui qu'on connaît aujourd'hui, avec une partie tradition, une partie, entre guillemets, industrialisation, ou est-ce qu'on va petit à petit évoluer vers des apports protéiques plus végétaux, avec peut-être des éléments de fermentation de précision, pas pour nos pays, mais pour des pays moins favorisés? Toute cette question-là, à mon avis, elle mérite quand même d'être vue globalement. Ensuite, sur les trois questions que je me posais, la première question, c'est, et par hiérarchie évidente d'importance. Première question, c'est la question sanitaire, et elle a été évoquée par le représentant de l'INRAE tout à l'heure. On prend des cellules souches pluripotentes. Il faut qu'elles se différencient en cellules, alors de foie pour faire du foie gras, de muscles pour faire du muscle de bœuf ou du muscle de poulet, comme ça a été également évoqué. Et pour ça, il faut leur donner un milieu de culture dans lequel il peut y avoir en effet des hormones, des peptides divers et variés, des intrants qu'aujourd'hui, moi, je ne connais pas. Donc ces éléments-là, ils devront être pris en compte pour un éventuel agrément. Il faut qu'on ait une garantie de sécurité sanitaire liée au milieu de culture. On peut espérer, avec la rigueur des processus, qu'on règle d'autres problèmes sanitaires qu'on a avec les produits traditionnels, comme la contamination par des bactéries. On en a malheureusement des exemples de temps en temps. Mais on se pose la question des intrants. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on utilise vraiment pour ces différenciations et ces multiplications, à part évidemment les nutriments dont on a posé le cadre tout à l'heure. Et comment tout ça va-t-il être pris en compte dans la démarche d'agrément ? Au niveau européen, je l'ai entendu, mais moi j'aimerais bien être éclairé sur toutes ces questions-là, parce qu'il faut quand même que la garantie sanitaire soit assurée. La deuxième question, c'était le bilan environnemental, au sens large, il n'y a pas seulement les gaz à effet de serre, les effluents, etc. Là, j'ai compris que
aujourd'hui, on ne peut pas faire notre religion parce qu'il y a du pour, il y a du contre. Donc il est tout à fait urgent qu'on ait des éléments complémentaires là-dessus, des études globales. Alors vous me direz sur des processus industriels qui n'existent pas aujourd'hui, mais qu'il va falloir essayer de se projeter quand même pour avoir au moins une première approche, une approximation. Et la troisième question, mais ça, elle trouvera sa réponse, je dirais, quasi naturellement, c'est la question économique. Est-ce que c'est viable économiquement? C'est la question que je me pose depuis le début. Maintenant, moi, je n'ai pas participé à la levée de fonds pour les start-up, donc je ne suis pas très inquiet à titre personnel, mais je vois qu'il y a beaucoup d'argent qui s'investit là-dedans. Donc il faudra quand même que cette question économique, avec l'éventualité d'y mettre d'ailleurs de l'argent public en termes de recherche, on ait une première approche, parce qu'on ne va pas non plus investir à fond perdu. Et puis ma conclusion provisoire, très provisoire, et je rejoins là-dessus Marie-Christine Chauvin, c'est qu'on a absolument besoin d'une démarche scientifique en dehors de tous les aspects polémiques qui peuvent polluer le débat, une démarche scientifique, en effet, pour savoir si sanitairement il n'y a pas de problème, pour savoir si en termes d'environnement le bilan est positif ou pas. Après, tout le reste, c'est le consommateur qui tranchera et l'économie globale qui tranchera. Mais pour ça, en effet, et c'est très intéressant de le voir, qu'on a eu un processus de recherche inversé. C'est une originalité. Maintenant, je pense qu'il n'est pas trop tard pour bien faire et qu'il est plus que temps qu'en effet des tiers indépendants et sachants sur ces questions-là soient mobilisés. Ça peut être que de la recherche publique avec éventuellement d'autres apports, mais pour ça, il faut qu'il y ait des initiatives de l'administration et du pouvoir politique pour qu'on puisse rapidement y voir clair là-dessus. Merci. Merci. On va prendre toutes les questions les unes derrière les autres. Donc voilà. Franck Montaugé. Merci Madame la Présidente. Merci à vous quatre pour vos interventions. Je voudrais revenir sur le mot culture de l'appellation viande de culture. Voilà, moi je pense que la nourriture, le rapport à la nourriture, l'histoire que M. Marx a évoqué, c'est aussi un trait de civilisation. Le foie gras, je suis d'un pays de foie gras, j'y suis très très attaché, vous vous en doutez, tel qu'il est aujourd'hui. Le foie gras de l'Égypte ancienne, parce que ça remonte à très très longtemps, n'est pas le foie gras d'aujourd'hui. Mais avec ce que vous nous proposez, on est fondamentalement dans un changement de paradigme, de rapport civilisationnel différent, complètement différent à la nourriture. Voilà, alors je ne vais pas appeler à la rescousse Claude Lévi-Strauss sur cette question-là, qui a écrit beaucoup de choses très très intéressantes, mais c'est exactement ça auquel on est confronté. Donc, ce sujet, votre sujet, illustre aussi pour moi la question de l'évolution du modèle agricole, de l'agriculture et de la place qu'a l'agriculteur producteur dans ce processus. Avec ce que vous nous proposez, qui est en fait une industrie agroalimentaire, on s'éloigne du modèle que l'on connaît aussi sur nos territoires pour aller, une fois de plus, vers des agriculteurs, producteurs, exécutants au service d'entreprises, en l'occurrence agroalimentaires. Voilà, donc c'est vraiment illustratif d'un choix de civilisation qui n'est pas le mien. Voilà, je vous le dis clairement, et je crois, parce que j'essaie aussi de fonder mes analyses et mes positions sur des données objectives le plus possible, je pense que comme le monsieur de l'INRAE l'a dit, il faut absolument qu'on avance sur le processus et qu'on objective effectivement toutes les données de ce problème, de cette question-là, avec, si possible, notamment sur la question environnementale et climatique, des études d'impact complètes et pas biaisées comme on les a aujourd'hui. Moi, quand j'entends dire que l'élevage doit être complètement éradiqué parce qu'il réchauffe l'atmosphère, etc., c'est un des aspects de l'élevage, mais ce n'est pas le seul. Voilà, il y a aussi des impacts en termes de séquestration de carbone. Enfin, je ne rentre pas dans le détail. Voilà, on a besoin aussi, le citoyen a besoin de tout ça pour se faire une idée. Et je termine sur un point fondamental, et là je rejoins complètement les propos de M. Marx, la question de l'accessibilité en termes de coûts des Français, de nos concitoyens les plus modestes aux protéines et à la viande.
et à une viande de qualité. Voilà. Et ça pose la question du pouvoir d'achat qui est évidemment lié au problème dans son ensemble. Merci. Bernard Buis. Merci, Présidente. Merci pour vos propos. Donc, deux questions. La première sur l'impact environnemental de la viande in vitro. L'agriculture aujourd'hui est en pleine période de transition afin de limiter son impact en carbone. Cela étant, quelles sont les données actuelles sur l'impact énergétique de la production de viande in vitro? Un tel mode de production consomme-t-il moins d'énergie que l'élevage traditionnel ou s'agit-il au contraire d'une fausse bonne idée qui serait contre-productive dans la lutte contre le dérèglement climatique? Et puis une question concernant les conséquences d'un tel mode de production. Quelques jours avant le lancement du Salon de l'agriculture, on peut s'interroger sur les conséquences d'un tel mode de production. La viande in vitro en laboratoire n'engendrerait-elle pas un recul de l'élevage paysan dans notre pays? Par ailleurs, quelles seraient les conséquences sur la gestion des paysages et des prairies? Enfin, que penser du risque d'accaparement de l'alimentation par quelques firmes qui pourraient demain détenir un pouvoir considérable? Question presque philosophique. Laurent Duplon, attention, ça va déménager. La Haute-Loire. Madame la Présidente, je veux ni être objectif, ni faire de la philosophie. Je veux simplement me rappeler de ma jeunesse, où dans les années 70-80, on nous expliquait qu'après l'année 2000, nous mangerions tous des cachets, ou des cachets, je crois, et que l'alimentation ne serait plus un plaisir. Depuis 2000, il me semble que c'est exactement l'inverse qui est arrivé. C'est-à-dire que ce qu'on nous avait promis 30 ans avant était juste l'inverse de ce qui s'est passé. Depuis 2000, le consommateur français et les consommateurs sur la planète qui voient l'agriculture et l'alimentation française comme étant la plus gastronomique du monde ont été sur les circuits courts, ont voulu des AOP, ont voulu une traçabilité des produits, ont voulu du bien manger et ont voulu sans cesse des injonctions à l'agriculture qui a essayé, au fur et à mesure de ce temps-là, de répondre à leurs exigences. Eh bien, je vous le dis tout net, sans objectivité, je suis contre la viande in vitro. Je ne vois pas quel est l'intérêt pour notre culture, pour notre pays, d'aller sur ces problématiques-là. La première, c'est que quand on nous dit le consommateur sera informé, belle sornette. Comment va-t-on informer le consommateur qui mangera un plat dans un restaurant de la quantité qu'il aura à l'intérieur de cette viande in vitro? On nous dit il faut plus de végétal. Savez-vous, messieurs, que nous ne produisons qu'un fruit et un légume sur deux, que nous importons un fruit et un légume sur deux, et que nous sommes incapables, par les injonctions que nous mettons, de développer la culture de légumes et de fruits qui devraient, à vous écouter, faire la base de notre alimentation. Alors est-ce que demain, nous voulons traiter le problème du carbone et importer de plus en plus... Non, si, ça a été dit tout à l'heure, je l'ai entendu. 20% de protéines et 80% de produits végétaux. Le troisième élément, c'est ces injonctions contradictoires. L'ultra transformé. On lit sans arrêt dans tous les journaux qu'on lutte contre l'ultra transformé parce que ça serait cancérigène et que l'agro-business, l'agro-industrie fait des produits ultra transformés. La viande in vitro n'est pas un produit ultra transformé. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un produit totalement naturel. Le quatrième élément, c'est que moi je suis un amoureux des paysages de la France. On n'est pas dans un pays qui a un désert global, on a un pays qui est multiculturel d'un point de vue des territoires et des paysages. Supprimer l'élevage en France, ça sera supprimer une très grosse partie des paysages que nous vivons et nous aurons véritablement des problèmes là-dessus. Cinquième élément, et j'en termine là-dessus, le savoir-faire. Le savoir-faire et le patrimoine culturel. Moi, je le dis tout net, j'ai pas envie de vivre dans un pays où tout est aseptisé. J'ai pas envie de vivre dans un pays où on porte un masque à longueur de journée. Je n'ai pas envie de vivre dans un pays où on a remplacé les 3 mots de la République française, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, par la peur, la culpabilité et l'interdit. J'ai envie de vivre toujours dans un pays libre, dans lequel j'ai le droit de manger ce que je veux, et en particulier de la viande de bovin vivant, courant dans les prés et étant élevé par des agriculteurs. Je crois que personne ici ne t'en empêchera. Très bien, merci Laurent. Nous passons à Laurent Saumon. La plupart des questions ont déjà été posées, mais je voulais revenir sur effectivement le côté bilan énergétique de la production d'un kilo de viande, j'allais dire in vitro, par rapport à un kilo de viande naturelle. Je rejoins parfaitement, je dirais, ce qui a été dit, c'est qu'il ne faut pas confondre s'alimenter et se nourrir. Je pense qu'effectivement, le plaisir de manger, c'est aussi quelque chose qui est très ancré dans notre culture. Et j'ai bien retenu l'image de ramener dans l'assiette une histoire. Je pense que si on oublie ça, on oublie notre culture. Et aujourd'hui, on est dans une société
qui veut nous faire penser qu'il faut oublier notre culture ou qui revisite complètement notre culture. C'était bien dommage. Et puis revenir sur la question que mon confrère, collègue et néanmoins ami Arnaud Bazin a posée sur les additifs et en particulier la consommation d'antibiotiques dans ce process de fabrication. Et de préciser, parce que vous avez parlé que néanmoins la culture cellulaire permettrait de développer une filière agricole pour la constitution des substrats. Comment vous voyez cette chose-là? Parce que je ne l'imagine pas et j'aurais bien voulu avoir des précisions à ce sujet. Merci. Merci Madame la Présidente. Bien, merci pour ces éclairages. Bon, je ne vais pas reprendre de nombreuses choses qui ont été dites. Je pense qu'avec cette culture in vitro, nous sommes dans l'étape suivante de l'industrialisation de l'agriculture, très clairement, et avec des études d'impact, je pense, qui ne sont pas encore à la hauteur. Je prendrai simplement 3 études qui demandent à être approfondies. On l'a bien vu au niveau environnemental, il y a vraiment à voir les impacts sur l'élevage qui, comme ça a été dit, a vraiment une grande importance dans notre culture, et au niveau de l'environnement, comme fuite de carbone, comme préservation de la biodiversité, comme la prévention incendie, et j'en passe. Donc de nombreux impacts au niveau environnemental qu'il faudra prendre en compte. Sur la santé, effectivement, parler de l'ultra-transformé, et bien voilà, c'est encore une marche supplémentaire à voir avec tous les additifs, les intrants qu'on aura dans cette viande in vitro, les hormones de croissance qui sont quand même interdites depuis 1981. Donc des impacts qu'on peine à mesurer aujourd'hui. On voit bien déjà que nous sommes dans une société où la malbouffe est très présente et touche bien entendu les plus précarisés, qui n'ont pas forcément le choix d'accéder à une nourriture de qualité. Je pense que nous sommes là clairement dans une nouvelle dégradation de la qualité. Et puis, bien entendu, ce que reprenait Monsieur Marx, je pense que là, on a vraiment une rupture en termes de culture. La culture, c'est un terme polysémique. Effectivement, la culture avec l'agriculture, mais aussi notre culture. Et là, on est typiquement dans un appauvrissement de l'humanité, je pense, avec des enjeux que l'on ne pèse pas encore aujourd'hui vraiment à leur juste valeur. Donc moi aussi, clairement, je suis complètement opposé à cette nouvelle étape qui sera peut-être franchie ailleurs. Alors on en parlait hier de la compétitivité. Où doit-on placer notre compétitivité? Je reviens sur ce terme-là. Merci. Merci Madame la Présidente. Moi, je n'ai pas de doute sur la capacité des sociétés et de la société actuelle d'arriver à mettre au point ce type de produit. Et je le dis malheureusement, je n'ai pas de doute, je crois que c'est une affaire de génération. Et quand on voit la facilité avec laquelle ce type de société arrive à avoir des levées de fonds aussi rapidement et aussi importantes, je crois que vraiment, on voit bien que là, et dans les pays comme les États-Unis, dans les pays, je ne dis pas très avancés, mais dans ces pays où la recherche est forte, on voit bien qu'on y va, je pense, inexorablement. Ma question porte sur est-ce qu'on ne va pas avoir quelques sociétés, dans le cadre d'une mondialisation pas heureuse, peut-être malheureuse, mais quelques sociétés qui vont tenir l'ensemble du marché. Je vois mal comment on va échapper à la diversité de la production classique pour aller vers des sociétés qui vont se regrouper et vont avoir une force avec du marketing et des moyens énormes pour imposer leur choix. Et sur la recherche, parce que alors, je pense que la recherche publique sera très vite prise de vitesse. Et moi, je propose plutôt à la recherche publique de s'intéresser aux conséquences de l'arrivée de ces produits sur le plan sociologique, sur le plan environnemental, les changements de métier, les impacts sur la nature. Et puis notre débat entre agriculture productiviste, agriculture familiale, alors là, vous savez, on va être très vite dépassé par des notions qui vont tout faire exploser.
Alors, quant à imaginer le foie gras du Périgord copié avec des cellules souches, je trouve que c'est la négation de la société et comment on peut en arriver là. Voilà, merci. Très bien. Daniel Grémillet, ensuite Evelyne Renaud-Garabédian. Oui, merci Madame la Présidente. Merci aussi pour ces 4 interventions. Moi, je voudrais revenir, puisqu'on parle bien de la viande in vitro, sur un propos, parce que c'est une histoire à la française. La France est le pays au monde qui a su garder la plus grande diversité animale, toute espèce confondue. Je le dis parce que avant d'être sénateur, j'ai présidé pendant 26 ans le comité d'élevage au niveau national. Et tout ça, c'est le fruit de concours des investissements publics et des paysans dans tous les territoires. On est le pays au monde qui a su garder la plus grande diversité bovine, ovine, caprine, porcine. On peut tout prendre. On ne vient pas de nulle part. Je dis ça parce que c'est essentiel. C'est un patrimoine génétique absolument précieux. Le deuxième point, c'est aussi la vie qui nous rappelle à l'ordre. La France a fait le choix du non-OGM. Mon propos n'est pas de dire je suis pour les OGM, mais mesurons les conséquences. C'est que nous avions une connaissance et une capacité d'intervention sur l'agriculture semencière qui a été largement appauvrie, et les chercheurs ont été plutôt outre-Atlantique que restés dans notre pays. Donc on ne peut pas ne pas s'intéresser à quelque chose qui va se passer à travers le monde. Je pense que c'est essentiel, et je remercie la Présidente de mettre ça à l'ordre du jour, parce qu'effectivement, on est un peu avant-gardiste, mais tout va très vite. Dans un passé aussi, j'étais syndicaliste. À l'époque, quand on osait parler de lait végétal, il ne restait pas dans les rayons plus de 24 heures. Le lait de soja, je vous rappelle l'histoire, j'y ai participé, comme d'autres. Et aujourd'hui, si vous êtes allé au Cial en 2022, y compris des entreprises françaises, sans aucun problème, mettent et vendent des produits issus de production de protéines végétales, purement végétales, sans origine animale. Pourquoi je dis ça? C'est pour vous dire, en l'espace de 20 ans, quelque chose qui n'était pas accepté. Même là, les paysans, sans problème, l'acceptent. Donc ça serait une erreur que la France ne s'intéresse pas effectivement à cet aspect des choses en termes de recherche de mots. Je souhaiterais vraiment, je dis à l'INRAE, je souhaite vraiment qu'on ait une expertise scientifique très poussée, parce qu'elle est essentielle et elle doit être indépendante du travail de recherche qui est fait au niveau des entreprises. C'est ces 2 éléments qui doivent être complémentaires et qui devraient ensuite, pour nous, au niveau politique, être des éléments à la décision. Je dis ça parce qu'on voit bien qu'on est au carrefour. L'autre point que je voulais évoquer, et c'est une question, c'est l'aspect sanitaire. On sait tous la dangerosité, effectivement, et notre vétérinaire l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi pour le vivre dans des... Toute production alimentaire est une matière vivante. Et dès lors qu'on a une concentration importante, alors je vous passe des conflits qui pourraient effectivement mettre en situation de péril des unités de production. Donc on concentre le risque d'alimentation sur un point. Lorsqu'on a un élevage, le risque est dispersé. Et sur l'aspect sanitaire, c'est la même chose. Il y a un aspect aussi important je souhaiterais de voir comment il a été analysé, parce qu'effectivement, c'est un point. Et mes 2 dernières remarques. Dans l'alimentation, je prends l'exemple de l'alimentation porcine, c'est pas quand même très vieux, où on a interdit toute présence d'antibiotiques dans l'aliment qui était distribué au porc tous les jours. Avant, pour qu'on protège l'animal, systématiquement, il y avait des antibiotiques. Donc ma question, et ça rejoint ce qui a été évoqué tout à l'heure, est-ce que le risque sanitaire ne nécessite pas, là aussi, une présence de protection de ces cellules souches qu'on va alimenter? Et ma dernière remarque, c'est sur l'honnêteté. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la France et l'Europe a interdit des OGM et vous en mangez tous les jours. Tous les jours. Parce que dans les produits, dans les ingrédients qui sont importés, eh bien, il y a d'autres pays et vous les avez tous les jours. Et le sujet, je voudrais remercier
notre chef, effectivement, de son propos, parce que ça fait partie de l'histoire française. Et nous en sommes aussi les héritiers, mais nous devrons aussi le transmettre. Et effectivement, comment pouvons-nous protéger cette histoire française telle qu'on le voit aujourd'hui, entre ce que l'on aurait envie et de, en fait, ce qui va effectivement être dans l'assiette, qui est complètement contraire et en opposition avec nos envies. Merci Daniel. Evelyne Renaud-Garabédian et ensuite Fabien Gay. On va y arriver. Merci Madame la Présidente. Vous de répondre. Merci. Moi, je me place en tant que consommateur et je ne porte pas de jugement ni sur la technique ou sur d'autres aspects. Je vous avoue qu'en tant que consommateur et en tant que sénateur des Français de l'étranger, je suis un petit peu sceptique sur tout ce que j'ai entendu. Et je voudrais poser une question à Monsieur Marx. Parce que d'abord, premièrement, je pense que ce n'est pas un problème générationnel. Moi, je sais que j'en consommerai pas. Il y en a d'autres qui n'en consommeraient pas, quelle que soit la génération. Il ne faut pas penser non plus que les gens âgés vont pas en consommer, que les autres vont en consommer. Mais ça, c'est mon avis personnel. Moi, je voudrais poser une question à Thierry Marx pour savoir s'il est prêt demain à mettre, à partir du moment où on aura l'homologation en France, est-ce qu'il est d'accord pour mettre demain dans l'un de ces restaurants un plat dans lequel il y aura de la viande in vitro? Et je m'interroge aussi sur l'image que la gastronomie française pourrait avoir à l'étranger, à partir du moment où la France et l'excellence de la France a été reconnue dans la gastronomie pour aussi bien la qualité des produits que le service à l'assiette que nous avons. Donc j'aimerais que vous puissiez me répondre sur ce sujet-là. Merci Madame la Présidente, bonjour à vous quatre. Merci en tout cas de cette matinée parce que j'apprends beaucoup de choses. Mon ami Laurent Duplon est donc un wokiste puisqu'il est pour le multiculturalisme des paysages. Et j'apprends que Daniel a été à la CGT, donc rien que pour ça, je suis content de m'être levé ce matin et d'avoir fait 1h30 de RER. Bon, plus sérieusement, je ne sais pas si c'est un enjeu de génération, je ne crois pas, je partage plutôt ce que vient de dire ma collègue. Vous avez vu, il y a une opposition plutôt totale, quelle que soit notre couleur politique. Et je crois qu'elle dit quelque chose sur la société dans laquelle on vit et dans laquelle on veut vivre. Voilà, je dis ça parce que moi, je suis pareil. C'est pas mon truc, vous l'aurez compris. Je pense que l'alimentation est une vraie question. Le plaisir de la table aussi, je pense qu'il faut aussi en parler. Et ça se voit d'ailleurs. J'ai plaisir. Je pense que la question de l'alimentation pour toutes et tous aussi est une question. Vous le savez, j'habite en Seine-Saint-Denis et je pense que tout le monde a droit au bon, mais tout le monde ne peut pas se le payer aujourd'hui. Et une des questions, alors peut-être que vous arriverez à y répondre, c'est que nous allons continuer à aller vers 10 milliards d'êtres humains sur la planète. Et est-ce qu'au final, tout le monde pourra se nourrir et dans des bonnes conditions? Aujourd'hui, c'est déjà pas le cas. Mais est-ce que c'est votre solution? En tout cas, moi, c'est peut-être que vous y arriverez parce que vous allez avoir du financement et on y reviendra. D'ailleurs, dis-moi qui te finance, on me dira qui tu es. Quand même, il y a une question autour de ça. Mais s'il y a tant de milliards qui sont levés partout dans le monde sur cette question, c'est que le capital a bien compris qu'une des parties pouvait jouer là. Donc, peut-être qu'on sera tous des idiots dans 10 ans ou 15 ans quand on regardera cette audition, mais c'est pas grave. Et donc, moi, je crois d'abord que l'enjeu, on doit se le poser en termes d'alimentation, d'agriculture. Je sais plus, je crois que c'est Laurent qui le disait, mais quand même, et à juste raison, dans un moment où on a des traités de libre-échange que nous, on refuse, on peut avoir le débat, parce qu'on se dit qu'on est en train de tuer nos agriculteurs ici et qu'on accepte au moins-disant social et environnemental des produits qui font 4 fois le tour de la planète. Puis là, on est en train de nous vendre un truc bourré aux antibiotiques et aux fongicides. Bon, voilà. Est-ce qu'on continue comme ça? En tout cas, c'est pas la société dans laquelle j'ai envie de vivre. Bon, donc je suis en réflexion. Je dis pas que voilà, il faut refuser. Et je partage une question. Par contre, je pense que la recherche publique doit y aller à fond. Ça, oui. Parce qu'à un moment donné, autrement, on aura du décrochage. Et de toute façon, parce que vous y êtes, et parce que d'autres y sont, dans 10 ans, ça sera un marché. Et donc, si on pouvait éviter une nouvelle fois d'être à la traîne,
ça nous arrangerait. Donc, il faut qu'il y ait de la recherche publique, qu'on y aille. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça nous interroge bien au-delà sur notre bien manger, notre culture, agriculture, notre alimentation, notre façon de voir la société. Et pour l'instant, c'est pas celle dans laquelle j'ai envie de vivre. Mais bon, peut-être que dans 20 ans, j'aurai tort. Et pour terminer, Patricia Schillinger. Merci beaucoup. Il y a quelques années, un Français s'est exporté, comme on dit, et est allé en Israël et a fondé, voilà, merci, un laboratoire avec Aleph Farm. Ouais, donc c'était un des premiers à créer donc le steak à quelques grammes qui coûtait $50. Hein. Je m'interrogeais sur au niveau comment on était compétitif en France par rapport à d'autres pays, parce qu'aujourd'hui c'est la recherche. C'est pas demain qu'on va manger un steak à 50 grammes et surtout seulement quelques grammes, $50 à quelques grammes. Je voulais savoir comment faire pour garder aussi nos chercheurs, parce que c'est important. Comment est-ce que, parce qu'en France, on a un savoir-faire, hein, on sait à l'INRA, comment est-ce que, justement, dans le futur, on pourra aussi avoir nos inventions, entre guillemets. Et je sais très bien, moi je pense que ce ne sera pas demain qu'on mangera ce style de nourriture, mais on est en plein dans la recherche, donc avoir un peu votre retour au niveau français, au niveau européen et puis au niveau mondial. Merci. Merci. Juste pour terminer cette série de questions, moi, en fait, dans les propos que j'ai entendus, se pose souvent la question du marché, en fait, du marché économique, du marché qui sous-tend. Et du coup, ma question, elle est là. C'est quoi vos prévisions, en fait, dans le monde, en France, avec série de réticences qu'on entend ici sur les conséquences sur l'élevage, sur les conséquences sur la gastronomie, sur le plaisir de manger, sur quelquefois l'opposition à alimentation et nutrition. Mais vous, puisque vous êtes des startups, je me tourne vers vous, votre marché, parce que vous allez sortir un jour de ce statut de start-up pour être dans la vraie vie économique. C'est quoi votre marché? J'ai entendu que vous étiez en train de monter une usine. Donc voilà, en France, c'est quoi votre marché? Quel est... Voilà. Je suis impatient de répondre. Non, alors là, il y a tellement de questions. Je compte aussi sur Nicolas à côté de moi pour se relayer, pour essayer d'y répondre. Ça va être difficile de les prendre dans l'ordre. Je rebondis déjà sur un élément important. Je pense que ça a été posé parmi plusieurs interventions. La bonne perspective pour se poser les bonnes questions aujourd'hui sur la viande de culture, c'est qu'est-ce que sera notre monde, notre marché français et le marché international dans 10 ou 15 ans. Il faut vraiment qu'on s'extrait aujourd'hui où on est encore en phase de recherche, où ces produits sont complètement nouveaux, peu connus, etc., et où on a des réticences qui sont naturelles, et se projeter sur dans 10, 15 ans, quand on sera dans un monde où l'adaptation au réchauffement climatique deviendra quelque chose d'extrêmement concret sur nos systèmes de production agricole, où on le voit, des pandémies se développent dans nos élevages, comment on va faire face à ça. Donc le contexte sera très différent. Donc il faut beaucoup d'ouverture aussi, et imaginer que le monde sera très différent dans 10 ou 15 ans de ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, élément de contexte qui rejoint pas mal de choses, je ne peux pas tout détailler. Le plaisir de la table. On n'a pas renoncé du tout au plaisir de la table. Et Nicolas à côté en a un exemple avec son foie gras de culture. Et nous, nos produits seront d'abord bons, parce que de toute façon, les consommateurs n'en mangeront pas si ce n'est pas bon. Et on n'a pas non plus renoncé au plaisir de la table. Et là aussi, je veux casser une idée reçue qui ressort, une sorte d'opposition entre l'élevage et ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de dire qu'il faut manger de la viande de culture, seulement de la viande de culture, et à la place de l'élevage. La viande de culture, c'est une diversification des sources de protéines. Moi, je suis très attaché au territoire, très attaché au terroir, etc. Maintenant, très honnêtement, quand je prends une salade César en 20 minutes devant mon ordinateur, le côté gastronomique et territoire est moins présent que quand je mange un poulet rôti le dimanche midi auprès de ma famille, et c'est déjà le cas. Et l'idée n'est pas du tout de renoncer à ça. Et pareil sur l'opposition entre l'élevage et nous, ce qu'on propose. Quand je mange un plat de lentilles, je ne suis pas en train de m'opposer à l'élevage. Je ne suis pas en train de dire non à l'élevage. Donc là, on est une source de protéines nouvelle, etc.
Donc voilà, pareil sur les produits ultra transformés, nous on cultive des cellules, notre produit à la fin c'est des cellules, il n'y a pas de transformation particulière. Je veux dire, nos modes de production, pour faire très simple parce que ça a peu été dit, c'est une grande cuve avec le milieu nutritif et les cellules à l'intérieur. Et à la fin, on sépare les cellules du milieu nutritif, on les lave pour qu'il n'y ait plus rien lié au milieu nutritif qui soit dans les cellules. Et donc finalement, c'est un procédé qui est très proche de la production d'une levure. Une levure n'est pas un produit transformé. Après, ça dépend quel produit final on va faire avec la levure. Donc le produit en tant que tel n'est pas un produit transformé. Mais peut-être en priorité répondre sur la question sanitaire qui est et la question de santé publique qui est une question centrale évidemment pour nos nouveaux produits. D'abord rappeler que nous ne mettons pas d'hormones de croissance au sens où on en a connu dans l'élevage avec des bovins sous stéroïdes, etc. Il y a des subtilités scientifiques, bref, ce qui peut se retrouver, et ça dépend encore, là encore, des technologies, dans les milieux de culture, ce sont des facteurs de croissance, des petites protéines qui seront éliminées à la fin avec le milieu de culture. Donc on n'est pas du tout sur le même sujet et il ne faut pas du tout faire d'amalgame entre le bœuf sous hormones, sous stéroïdes et certains facteurs de croissance qui peuvent se retrouver dans certains milieux de culture. Et il est important de rappeler que nos produits, on parlait du principe de précaution, seront soumis à une autorisation préalable de l'EFSA, European Food Safety Agency, qui est peut-être la meilleure agence de sécurité alimentaire dans le monde, selon un processus long, avec un dossier complexe, pour un processus qui va durer au minima 18 mois et où toutes les questions seront posées avec les meilleurs spécialistes du monde sur ces sujets-là. Donc évidemment que les produits qui arriveront sur le marché français demain seront des produits dont la sécurité alimentaire sera garantie et évidemment l'impact positif aussi sur la nutrition plus globalement. Au travers de ces aspects sanitaires, il y avait également la question des antibiotiques qui était posée. Effectivement, l'élevage au niveau mondial, c'est plus de 50% de la consommation des antibiotiques qu'on consomme en une année. Évidemment, ça participe à l'antibiorésistance qui devient un sujet de plus en plus préoccupant et on en est tous conscients, d'où l'intérêt de développer des nouveaux modes de production comme l'agriculture cellulaire, où on peut produire sans utilisation d'antibiotiques, car on est en environnement contrôlé et dans des conditions sanitaires extrêmement irréprochables qui nous permettent de produire sans antibiotiques. Oui, pour compléter un petit peu, je pense que si on catégorise les deux remarques qu'on a retrouvées dans beaucoup de questions, il y avait la dimension culturelle et la dimension des interrogations et des doutes qui persistaient. Sur la dimension culturelle, le plaisir de manger, la dimension traditionnelle, l'histoire, il faut quand même replacer ça dans le contexte justement de l'innovation culinaire. La cuisine n'a cessé de se réinventer, l'agriculture n'a cessé de se réinventer. Donc pourquoi est-ce que l'agriculture cellulaire, la viande de culture ne s'intégrerait pas dans cette histoire et ne ferait pas partie d'un des chapitres de cette histoire, pas le nouveau chapitre, pas le chapitre ultime du tout, mais un des chapitres en parallèle de tout un tas d'innovations qui sont aujourd'hui, qui concourent à répondre aux nouvelles demandes des citoyens et de notre société. Notre société s'appelle Gourmet. C'est pour une raison simple, c'est qu'on a mis le goût au cœur de notre démarche. Donc tous nos produits, ils sont développés, co-développés avec des experts du monde de la cuisine, avec des chefs, avec des restaurateurs qui soutiennent ces produits-là et qui justement nous ont continuellement apporté un éclairage sur le développement de notre produit et notamment sur notre alternative au foie gras, sur notre foie gras culture, dont la mission numéro 1 est d'apporter aussi un niveau de plaisir et évidemment de ne pas représenter une forme de concession sans pour autant copier évidemment le foie gras traditionnel auquel nous sommes tous attachés. Moi, le premier, mon associé est également originaire du Sud-Ouest. Ça a évidemment créé des discussions familiales intenses de son côté quand il s'est engagé dans ce projet-là. Mais un petit peu comme les membres de la commission et M. Rittmann au premier plan, au final, le niveau d'information et de connaissance du sujet amène quelque part une plus grande ouverture. On est conscient que c'est un sujet qui a une dimension quelque part spectaculaire, quelque part étonnante au premier abord, et qui génère des idées peut-être trop rapidement rigides sur ce sujet-là. On est là justement pour répondre à vos questions et pour faire toute la lumière sur ce procédé-là, qui, comme le disait Étienne Dutoit, ressemblera quelque part à l'échelle de production à une brasserie dans laquelle on produit de la bière. Il faut imaginer des fermenteurs en inox, des cuves en inox dans lesquelles les cellules seront alimentées au même titre que des levures qui donnent de la bière. Donc cette analogie-là, elle permet juste de se figurer un environnement qui n'est pas encore sur pied, mais qui déjà peut-être permet
une forme de familiarité qui manque aujourd'hui cruellement à ce sujet-là. Et encore une fois, c'est l'objet de notre présence. La deuxième chose sur la dimension culture et plaisir, justement, la méthode de production de la viande de culture est une méthode de production. On pourra la faire de 1000 façons. Il y aura des sociétés qui la feront d'une façon X, d'autres d'une façon Y, les sociétés américaines à leur façon. C'est l'opportunité pour la France de le faire quelque part à la française, avec des objectifs et des standards sur le goût extrêmement élevés, des objectifs de sourcing sur le substrat également, l'alimentation des cellules extrêmement élevés, et sur l'impact environnemental. Parce que là aussi, et c'est une question qui est revenue et que j'aimerais compléter, la question du bilan environnemental est centrale. Pour poser les choses, 2 sources d'impact environnemental sur la viande de culture: l'énergie utilisée, donc comment est-ce qu'on va chauffer les bioréacteurs, les fermenteurs, et de 2, comment est-ce qu'on va alimenter les cellules. Donc pour poser le sujet, c'est assez simple. En fonction de nos choix technologique en matière d'approvisionnement sur ces 2 sujets-là, le bilan peut être plus ou moins favorable, au même titre que pour l'élevage. Comment est-ce qu'on va nourrir nos animaux avec des substrats qui ont nécessité beaucoup d'engrais azotés ou non? Là encore, ce même type de choix se présentera pour les acteurs de l'agriculture cellulaire. Et nous, on s'engage, en tant que société française qui souhaite rester en France, à faire les choix les plus vertueux et les plus profitables à l'écosystème agricole français auquel on s'intègre. Il est un peu trop tôt pour tirer des conclusions sur l'impact environnemental, et ça, je pense que c'est hyper important aujourd'hui. Et je suis vraiment d'accord avec toutes les conclusions qu'on a vues à droite ou à gauche dans cet hémicycle. Il faut investir dans la recherche, notamment sur cette partie-là. L'année prochaine, notre premier point de production sera construit, sera en production, et on s'engage justement à fournir ce qu'on appelle des analyses en cycle de vie qui feront la lumière de façon très factuelle sur l'impact environnemental, et ce sera le cas à tous les stades de production. Gardons juste en tête que c'est une industrie naissante. On ne peut pas mettre toutes les attentes au niveau le plus élevé sur cette industrie naissante. Les choses iront étape par étape, et la vertu de ce procédé de production ira en s'améliorant à mesure qu'on apprendra à faire les choses de manière plus frugale, de manière plus économe, de manière plus locale. Enfin, sur le côté sanitaire, on a parlé du principe de précaution. Pour compléter ce que disait Étienne Dutoit, le processus de mise sur le marché qu'on appelle novel food ou nouveaux aliments en Europe est déjà une application de ce principe de précaution, puisque ce sont des temps très longs, de 2 à 3 ans de mise sur le marché, où toute une série de tests sur à la fois tous les intrants qui prendront part au substrat et à la fois tous les résidus éventuels, toute la qualité nutritionnelle du produit fini sera investiguée et scrutée de manière extrêmement approfondie. Les produits de la viande de culture seront parmi les produits les plus scrutés, les plus analysés pour en garantir justement l'innocuité. Et comme M. Dutoit, nous n'utilisons aucun antibiotique et nous n'utilisons pas d'hormones de croissance. Ça, c'est quand même assez important de le préciser. On peut faire sans. Et justement, peut-être que le faire à la française, c'est le faire de cette façon. Et en tout cas, c'est comme ça que chez Gourmet, nous le faisons. N'hésite pas à préciser si tu souhaites. Non, j'étais plus sur, effectivement, rebondir sur cet aspect viande de culture à la française, et je pense que c'est vraiment le point fondamental qu'on doit proposer aujourd'hui, et ça rebondit sur une autre thématique qui a été évoquée, celle des mastodontes de la viande, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de concentration, etc. Ma réponse, elle est claire, les mastodontes de la viande, ils existent déjà aux États-Unis, etc. Dans des systèmes économiques tels que les États-Unis, il est probable qu'ils reproduisent ce qu'ils connaissent déjà. Ici en France, ma conviction, c'est que ça va être différent de ce point de vue-là. Voilà, moi je vous l'ai dit, je suis monté par le groupe Grimaud, qui est une ETI qui est complètement intégrée dans notre système agricole. Aujourd'hui, moi, ma vocation, c'est d'être producteur d'un ingrédient, du poulet cultivé, et je discute avec les systèmes coopératifs, avec les boîtes agroalimentaires qui sont dans nos territoires que vous connaissez tous, pour faire des produits finaux, des plats cuisinés en utilisant mon ingrédient. Donc on s'intègre complètement dans une filière agroalimentaire existante et dans un système économique diversifié comme il l'est aujourd'hui. De même, sur l'approvisionnement des nutriments, on travaille avec un producteur de milieux de culture français. Et voilà. Et donc, il y a une possibilité de créer une filière française, une filière à la française, avec les acteurs actuels de l'agroalimentaire qui seront partie prenante de ce système-là. Très bien. Je vais laisser la parole au directeur de recherche. Oui, merci. J'aurais 5 points de réaction. Un point concernant les antibiotiques. J'ai lu une publication internationale écrite par différentes entreprises, certes pas françaises, mais qui disait quand même que l'utilisation d'antibiotiques était possible ou probable, probablement à des niveaux inférieurs comparativement à l'élevage, mais que l'exclusion totale des antibiotiques, c'est pas si évident que ça.
Un deuxième point concernant la communication. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut évidemment communiquer et expliquer le processus de fabrication, mais je suis moins d'accord avec l'idée que expliquer le processus de fabrication entraîne forcément une meilleure acceptation. C'est pas du tout évident, selon la façon dont on présente les choses, etc., etc. Et évidemment, ça m'amène à plaider une nouvelle fois pour les questions de transparence. Et si vous avez effectivement une unité de production, je serais ravi si vous pouviez communiquer non seulement les analyses de cycle de vie, mais également les données brutes qui ont servi à ces analyses de cycle de vie dans une politique de science ouverte qui est mise en avant aujourd'hui par la communauté européenne. Encore deux petits points très importants. Évidemment, cette problématique doit être abordée dans toutes ses dimensions, non seulement techniques, mais aussi environnementales, culturelles, sociales, etc., etc. Et dans un organisme de recherche comme INRAE, qui comprend au total 12 000 personnes, il y a 14 départements de recherche plus ou moins orientés soit sur les aspects techniques, soit sur les aspects d'alimentation humaine, soit sur les aspects de sciences sociales. Et on a la capacité de conduire ce qu'on appelle une expertise collective. Et j'en arrive au dernier point. Sur commande du ministère de l'Agriculture ou sur commande des élus que vous êtes, notre institution peut se saisir effectivement d'un dossier d'expertise collective pour analyser toutes les dimensions de cette problématique. Mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Donc pour l'instant, quelques chercheurs comme moi s'intéressent à cette question, mais l'institution n'a pas été saisie d'une demande formelle, soit du gouvernement, soit des élus, d'avoir une expertise collective dans toutes ces dimensions, en mobilisant tous les experts dans les différents domaines que j'ai cités. Je vous remercie. Très bien, on va laisser conclure par Monsieur Marx. Et d'avance, je vous remercie de ces débats, de ces questions qui n'en sont qu'au début. Merci de me laisser conclure. Je suis touché de le faire. Alors je vais essayer de le faire de façon bicéphale. Soit je réponds de façon appartenant à la chaire universitaire de Paris-Saclay sur la cuisine du futur et l'alimentation du futur. Et dans ce cas-là, je me dis, continuons à observer, cherchons. Il n'y a pas de raison que la France soit à la traîne là-dessus. Si je réponds en tant qu'artisan cuisinier lié à la gastronomie, je réponds, Madame la sénatrice, de façon assez simple. Oui, non, je n'en mettrai pas à ma carte, mais je vais le faire. Je ne pourrai pas empêcher que ce produit existe. Je vais répondre pourquoi je ne le mettrai pas à ma carte, parce que je vais servir dans cette gastronomie que des ultra-possédants, que des ultra-riches. Parce qu'on aura protégé, et ça, je ne crois pas qu'on puisse le faire disparaître. On va protéger les petits élevages, les petits faiseurs, les petits producteurs seront extrêmement protégés parce que pourront vendre leur prix, pas au prix, mais à la valeur. Et puis, on va continuer, et ça va exister, ce qu'on appelle cette viande, et tous les éléments de langage sont là, gourmet, France, origine France, garantie sanitaire. Et là, on va continuer, et je vous fiche mon billet, quand on commence à lever des sommes comme 60 millions de dollars ou d'euros, peu importe, 100 millions, on voit bien que c'est pour qui? C'est pour répondre à cette alimentation à deux vitesses. Vous avez une alimentation pour les gens qui vont bien, qui peuvent payer, qui ont un reste à vivre suffisant, et une alimentation depuis les années 70 pour les gens qui ne vont pas bien et qui ont un reste à vivre très faible. Donc l'industrie agroalimentaire, qui est un darwinisme pur, s'adapte. Il faut faire moins de viande, il faut être plus environnemental. Donc on vous sort tous les mots d'impact environnemental et on vous dit ça va être merveilleux, on va faire des poteries prix, en l'occurrence renoncer à la qualité et on vous fera manger à moindre coût. Vous avez renoncé à la qualité, alors on vous fait un des petits prix. C'est encore la théorie du low cost, avec les mêmes éléments de langage qu'on nous a vendus à partir des années 70. Renoncer à la qualité, on vous fait des petits prix. Et aujourd'hui, l'industrie s'était emparée de ça, la grande distribution s'est emparée de ça. Et puis on y met évidemment des forces, comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur, de marketing extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Mais ce type de projet... Et encore une fois, si je me range en tant que chercheur, là, ça m'intéresse. Je me dis oui, allons voir. Il n'y a pas de raison que la France soit à la traîne de ça. Mais de toute façon, à un moment donné, on ne pilotera plus. Ce sera comme les OGM. On va se dire non, c'est à nos frontières. Mais non.
Et ce qui m'inquiète, c'est la perte de culture et la manipulation des masses sur l'alimentation. Plus vous allez appauvrir les masses en termes de culture, moins elles connaîtront ce qu'elles ont à manger, plus vous les manipulerez. Donc c'est une perte d'identité locale, d'identité nationale, pour rentrer vers une alimentation mondialisée et normalisée. Je peux me tromper, mais par expérience, ce que j'apprends avec les chercheurs de Paris-Saclay, étudie d'abord le passé pour voir le présent et entrevoir l'avenir. Mais le passé m'apprend que l'argent et ce côté très darwiniste du monde capitaliste, disons-le, eh bien, s'adapte. Et aujourd'hui, il faut faire une industrie agroalimentaire avec de la viande ultra transformée. Eh bien, allons-y et on y mettra les éléments de langage qu'il faut. Je trouve que, personnellement, je peux me tromper, je peux être le has-been de service, mais c'est une boîte de Pandore et on a plutôt intérêt à essayer de contenir un peu cette boîte de Pandore. Mais quand on voit évidemment les sommes qui sont levées, et quand j'entends d'une représentation de l'État, de toute façon l'Europe décidera, il va être très difficile d'expliquer aux gens que nous fréquentons au quotidien que l'Europe peut décider du contenu de mon assiette parce qu'ils ont la puissance de l'argent. C'est dérangeant, c'est une perte d'identité nationale qui, moi, personnellement, me dérange. Alors, pour répondre à la sénatrice, non, je n'en servirai pas, je n'aurai pas à le faire, parce que la gastronomie française va devenir une toute petite gastronomie réservée aux plus initiés. Mais pour initier les gens à la gastronomie, il faut commencer à l'école et de commencer à entrevoir le mangeur de demain. Donc moi, je milite aujourd'hui pour comprendre ce qu'on mange, pour refaire le mangeur, plutôt que le consommateur et le surconsommateur. Ça me paraît être une démarche, pour moi, qui est essentielle, de se dire, eh ben oui, regardons, maîtrisons, parce que la recherche française doit continuer à maîtriser ça, mais le risque, c'est, et vous le savez comme moi, que ça va nous échapper, comme notre agriculture pourrait nous échapper. Et je termine mon propos, n'oublions pas, et on a parlé d'agroécologie, et avec le système bleu-blanc-cœur, nous avons défini ce qu'était un bon produit. Son impact social, son impact environnemental et son impact nutritionnel. Ça a du sens pour moi. Et on voit bien que le monde agricole, quand on le reconsidère en tant que paysan, mais pas comme simplement fournisseur de minerais, il redevient paysan, il a des économies beaucoup plus symbiotiques et beaucoup plus proches, et finalement, il devient acteur d'une France qui est capable de produire de bons produits pour tous. Moi, ce qui m'intéresse avec ce type d'action comme Bleu Blanc Cœur, c'est d'être aussi bien à la grande épicerie de Paris, où on sait que c'est quand même pas le plus abordable, mais aussi dans la grande distribution, de permettre à des personnes d'avoir accès à un bon produit.